Alors, je vous remercie d'être venu écouter ce qui est un petit peu le résumé de 6 années de travail. J'ai donc intitulé cette présentation «L'objet média, un média tangible», parce que je pense que c'est ce qui va vraiment être l'un des points clés à comprendre. On est finalement dans un monde où on a beaucoup d'immatériel autour de nous et l'objet vraiment va être un des moyens de communication qui casse cet aspect-là. Alors, je vais vous montrer beaucoup de résultats statistiques, vous allez voir des graphiques, des courbes, etc. Je vais essayer de vous d'y donner du sens. L'intégralité de ce travail, je m'appelle moi Florian Escoubès, je suis enseignant-chercheur à Toulouse, à l'ICD et à l'Université Toulousain-Capitole. Et vous allez pouvoir voir en fait le résultat de 6 années de recherche qui ont mobilisé aujourd'hui 10 700 répondants. Alors sur plusieurs aspects, la première étude a démarré en 2018 sur un gros panel. J'ai essayé de comprendre, puisque je ne suis pas de ce milieu, moi à la base, je suis un chercheur qui est spécialisé dans le comportement, d'essayer de comprendre le comportement des personnes face à la communication. Et donc j'ai démarré par une étude cadre sur vous voyez, un large échantillon de presque 3500 personnes, qui m'a amené après à décliner ça un focus en 2019 sur finalement l'impact des objets sur les individus en B2C. Et puis, dans une deuxième étude plus spécifique en 2020, je me suis réintéressé cette fois à l'impact des objets dans le cadre de la marque employeur. Et je suis allé sur ce qui est aujourd'hui mon objet d'étude, et vous allez voir pourquoi je fais le lien avec ça, c'est la saturation publicitaire et les comportements de résistance à la communication. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui la publicité correspond en France par exemple à 25 milliards d'euros cette année, alors que l'objet média, lui, c'est plutôt un marché autour de 2 milliards d'euros. Cette grosse dissymétrie nous amène à quelque chose qui est quand même un paradoxe, parce que quand vous allez interroger les Français, vous allez le voir, je vais démarrer sur ça, en fait il y a un énorme sentiment de saturation face à la publicité qu'on ne va pas du tout retrouver dans le cadre de l'objet média. Enfin, le dernier projet qui a mobilisé mon travail, une fois que j'avais bien fait beaucoup d'études quantitatives, j'ai réalisé une grosse étude qualitative mobilisant 55 entretiens qualitatifs avec plus de 600 pages de verbatim, qui m'a essayé de finalement comprendre pourquoi ça marche, pourquoi quand les gens reçoivent des objets, finalement, qu'est-ce qui se passe, comment ils réagissent à ces aspects-là. Alors le point de départ de cette keynote, c'est de documenter et d'essayer d'insister vraiment très fortement sur le fait qu'on est dans un contexte de saturation publicitaire. Qu'est-ce que j'entends par saturation publicitaire? Je rebondis sur un concept qui s'appelle l'info-obésité, qui a été proposé ou repris plutôt par Dominique Volton, qui est un sociologue français, et qui nous explique tout simplement que, comme vous en avez tous, j'imagine, fait l'expérience, ces dernières années, en fait, en particulier à partir de 2016, l'essor de la publicité digitale a fait qu'aujourd'hui, un Français moyen, ça c'est les travaux d'un collègue neuroscientifique qui s'appelle Arnaud Petre, est bombardé de publicités. Aujourd'hui, vous avez dû être exposé à énormément d'affiches, de publicités, mais dont, à mon avis, vous n'avez plus aucun souvenir tangible. Et c'est ça qui est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est bombardé d'informations, et pour autant, nos capacités de mémorisation, elles n'ont pas augmenté. Cette conséquence de l'info-obésité nous amène à deux choses qui sont importantes quand on est annonceur. La première, c'est que plus on augmente le nombre de messages, finalement, moins l'attention individuelle à un message est importante. Et donc, en réalité, la plupart des publicités qui passent avant YouTube ou sur la télé, etc., elles sont totalement oubliées, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que à force, ce phénomène quantitatif, parce que si on regarde les investissements publicitaires, augmenter les montants de publicité digitale n'a pas fait diminuer l'investissement dans la publicité télé. Et on en arrive dans un moment où une large partie de la population française, non seulement se sent saturée, c'est-à-dire, je vais vous montrer un petit peu ça, mais vraiment ils se sentent matraqués par la publicité, mais en plus, ils vont même résister, c'est-à-dire choisir des applications sans publicité, à enlever carrément la télé de leur salon. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. Alors, pourquoi je peux affirmer ça? Je vais donc, là, dans ce cas-là, c'est l'enquête donc en 2021. À chaque fois, je vais vous montrer, je renvoie sur ces différentes enquêtes qui sont disponibles individuellement auprès de la 2FPCO pour ceux qui sont intéressés des détails. Mais déjà, un point qui est vraiment, vraiment marquant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous demandez directement aux Français est-ce qu'ils possèdent une télévision, en population générale, vous avez 16% des gens qui vous disent non, j'ai tout simplement plus de télé chez moi. Voilà, directement. Et quand vous regardez dans les classes d'âge, puisqu'à chaque fois j'ai les âges des personnes qui répondent, vous vous rendez compte que ça ne fait qu'augmenter chez les moins de 25 ans. Aujourd'hui, on a carrément un cinquième des moins de 25 ans qui n'ont tout simplement plus la télé.
Et quand bien même ils auraient encore l'objet chez eux, la réalité qualitative de leur comportement, c'est qu'ils regardent de la télé à la demande, qu'ils vont se regarder des éléments qui sont sur Internet, et en fait, ils vont s'extraire petit à petit du modèle classique où un annonceur met finalement une publicité qui passe face à une audience. Et donc ça interroge énormément sur l'efficacité réelle, au-delà du discours, des publicités traditionnelles qu'on s'est habitué à subir, entre guillemets. Alors, comment ça se documente? Tout simplement par un phénomène générationnel où, quand on pose la question combien de temps vous passez sur les différents médias, on se rend compte très simplement qu'il y a une fracture aujourd'hui générationnelle. Vous regardez des gens qui ont moins de 25 ans ou moins de 30 ans, la réalité c'est qu'ils vont passer entre 4 et 5 heures sur leur terminal, le téléphone, et ils vont très peu consommer de la télévision. Et en plus, en télé, c'est aussi la télévision qui est de la rediffusion, etc. Donc ça interroge énormément sur l'efficacité réelle, au-delà des enquêtes qu'on peut voir. Si vous n'êtes pas devant ces médias, si vous ne regardez plus les publicités, en réalité, l'efficacité, vous ne pouvez plus la démontrer. Alors, sur un autre aspect, on pose des questions directes, comme « j'ai l'impression d'être en permanence matraqué par la publicité », ce qui est déjà un énoncé, vous en conviendrez, qui est assez engagé. Alors à chaque fois dans ces études, je vais proposer des réponses, vous voyez, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Là, je vous montre un histogramme qui, là, vous avez 2000 personnes qui répondent. Okay, on a une majorité écrasante des gens qui vous disent « oui, je me sens matraqué par la publicité ». Autre question, je me sens souvent envahi par la publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle une échelle d'envahissement publicitaire. Et les autres questions, puisqu'elle est composée de 8 questions, elles sont toutes à l'avenant. Aujourd'hui, en France, vous avez un consensus dans la population. Ils ne supportent plus la publicité qui passe sous forme de pop-up, intempestive, sans qu'on les choisisse. Et d'ailleurs, ils n'y prêtent plus attention. Alors pourquoi ils n'y prêtent plus attention? Tout simplement parce qu'ils développent des comportements, ce que j'appelle de résistance à la publicité. Je vous en montre une illustration. La plupart du temps, je ne regarde pas les publicités qui passent avant les vidéos sur Internet. Vous avez une échelle de 1 à 5, plus de 70% des gens qui vous disent « oui, 5 sur 5 ». Je ne regarde plus les publicités. Ok, elles passent, mais mon attention est ailleurs. Or, on sait très bien en neurosciences que si vous ne portez pas d'attention à un message, ce message, même si vous y êtes exposé, aura un effet extrêmement limité. Je vous pose la question à vous-même. Est-ce que vous êtes capable de me citer, par exemple, ne serait-ce que 2 ou 3 marques qui ont essayé de vous persuader d'acheter leurs produits aujourd'hui? Sachant que probablement, il y en a une centaine ou même plus que ça qui ont essayé de vous communiquer les éléments. Si on regarde d'autres aspects comme j'ai tendance à ne pas rester devant la télé, trop de publicité peut me décourager à regarder une chaîne télé, quand je vois une publicité, j'ai tendance à zapper. Tout ça, donc toujours pareil, mesuré sur une échelle de 1 à 5, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, ça nous dessine quoi? Un paysage finalement d'info-obésité, de résistance à la publicité traditionnelle, où les gens sont maintenant matures, ils sont éduqués. Autant dans les années 90, le temps finalement moyen de publicité était jugé raisonnable, autant aujourd'hui, ça déborde, il y en a trop. Et comme souvent dans des phénomènes qui sont trop massifiés, les gens n'acceptent plus de s'exposer. Alors, la question que je me suis posée, c'est si la communication par un peu traditionnelle, la publicité en particulier ou ce genre de choses fonctionne moins bien, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Et donc je suis arrivé sur l'objet média et je me suis posé la question de finalement comment ça fonctionne. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme la publicité. C'est-à-dire on est vraiment face à 2 mécanismes de persuasion qui sont fondamentalement différents. Alors, celui qui m'a aidé énormément, en tout cas l'auteur qui m'a aidé énormément à le comprendre, c'est Marcel Mauss. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce sociologue, ethnologue français qui a fait l'essentiel de ses travaux au début du siècle dernier, dans un livre remarquable qui s'appelle « Essai sur le don », où il est allé documenter finalement dans énormément de cultures qui peuvent être archaïques ou qui peuvent être carrément urbaines. Finalement, il s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on donne des objets aux gens? Quel est le mécanisme qu'il y a derrière? Et plusieurs conclusions sont imposées à lui. La première, c'est que le don, quand on donne quelque chose à quelqu'un, finalement, c'est un symbole de la relation. C'est-à-dire que le don est un mécanisme qui existe simultanément avec le mécanisme marchand, publicitaire, finalement. Ça fonctionne différemment. Alors, quelle est l'idée forte de Marcel Mauss? Il nous dit la chose suivante, il nous dit
quand on donne un objet à quelqu'un, le simple fait que cette personne l'accepte, eh bien, va l'amener à créer ou à développer soit une dette psychologique, là il se sent purement et simplement obligé de rendre, soit un autre mécanisme qui s'appelle le mouvement de gratitude. Et donc, face à quand on donne quelque chose à quelqu'un, eh bien, tout simplement, il y a une force psychologique en partie inconsciente qui va nous amener à avoir envie de rendre quelque chose. Alors ce phénomène, vous l'avez sûrement, enfin quasi même obligatoirement déjà expérimenté, ça marche finalement dans le don interpersonnel. Quand on vous offre quelque chose à Noël, ben, vous vous sentez souvent redevable, mais ça marche dans tous les aspects du commerce. Alors l'idée supplémentaire de Marcel Mauss, et qui est vraiment celle qui nous intéresse pour l'objet média, c'est qu'en réalité, il a documenté la chose que c'est la nature du cadeau qui va renseigner sur la qualité de la relation entre les individus. En réalité, si j'arrive à donner un objet qui fait plaisir, qui déclenche une émotion, ça veut dire que je connais la personne. En gros, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas la valeur monétaire de l'objet qui est importante, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les cadeaux, on va cacher la valeur de l'objet, mais c'est bien le fait d'avoir trouvé le bon objet pour la bonne personne qui démontre matériellement la connaissance et la qualité de la relation entre les individus. Pour illustrer ça, si j'offre la plus belle paire de skis à une amie, mais qu'en fait elle n'est pas skieuse, la seule chose que je lui dis, même si les paires de ski elles vaut 2000 €, c'est qu'en fait je ne la connais pas. Et donc ce n'est pas du tout la valeur de l'objet qui est importante, c'est beaucoup plus le fait d'être en capacité de démontrer la connaissance et la qualité de la relation entre les individus. Et donc forcément, vous commencez peut-être à comprendre le lien qu'il y a avec l'objet publicitaire, parce qu'on a trop souvent considéré qu'il y avait les objets médias ou les goodies d'un côté, et puis les cadeaux interpersonnels de l'autre. En réalité, il n'y a pas une distinction comme ça. Quand on offre un objet est un objet, et le fait d'offrir quelque chose, même si on sait bien dans le cas de l'objet média qu'il y a une intention commerciale derrière, eh bien en réalité, ça reste un don, et ça re-rentre dans ce cadre-là qui est archaïque, intériorisé. Et depuis tout petit, on nous dit de dire merci pour les objets qu'on nous donne. C'est quelque chose qui est tellement profond en nous que finalement, on ne se rend même pas compte. C'est ce que moi j'appelle des influences clandestines, mais pour peu qu'elles soient clandestines, elles sont pourtant extrêmement puissantes, parce que c'est vraiment une sensation de devoir rendre ce qu'on nous a donné. Alors, dans le cas de l'objet média, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous avez un annonceur qui va offrir, dans ce cas-là, une clé USB à un receveur. Et en réalité, le contre-don, il va être proportionnel à deux éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Un, la nature préalable de la relation qu'il y a entre le client et l'annonceur. Donc, on ne donne pas la même chose à quelqu'un qui est un nouveau client ou à quelqu'un qui est un ambassadeur de la marque. C'est extrêmement important à comprendre, d'accord? Parce qu'en réalité, celui qui est ambassadeur de la marque, il a déjà donné beaucoup à la marque. Il a publié sur ses réseaux, il vous a défendu dans ses réseaux sociaux, il a parlé de vous en bien, il s'est attaché, il est rentré dans la communauté. Et dans ce cas-là, l'objet que vous lui rendez, finalement, c'est vous, c'est la marque qui rend quelque chose par rapport à tout ce que cet ambassadeur ou ce bon client a fait pour vous. Dans le cas d'un nouveau client, là, dans ce cas-là, la relation est assez neutre. Il n'y a pas de relation préalable. Donc là, c'est plutôt l'annonceur qui démarre et qui débute le cycle de don contre don. On commence par donner quelque chose et en fonction de l'appréciation, si c'est bien perçu, si ça déclenche surtout une émotion, et je vais vous montrer un certain nombre de caractéristiques à respecter, et bien là, le nouveau client va progressivement progresser vers jusque dans la communauté de la marque et va augmenter son engagement. Alors, ce cas théorique, il est extrêmement important parce qu'il permet de comprendre que offrir des objets à bas coût, inutiles et génériques n'a absolument aucun sens dans cette industrie. Parce que quand vous offrez quelque chose d'une qualité qui est mauvaise qualité ou qui est inutile ou qui est générique, en réalité, la seule chose que vous dites, c'est que vous ne connaissez pas les clients. Et ne connaissant pas les clients, les gens vont se sentir frustrés, vont développer des relations négatives et ça va être contre-productif pour vous. Inversement, si vous avez quelque chose d'utile, de qualitatif, qui démontre que vous connaissez vos clients, en réalité là, ils vont vous le rendre très fortement. Alors qu'est-ce que peut être le contre-don dans le cadre du marketing? Dans le cadre du marketing, alors je suis désolé pour le PowerPoint, je pense que la version n'est pas tout à fait la même, mais bon, on va y arriver quand même. Qu'est-ce que peut vous rendre concrètement un client? Il peut vous rendre en marque externe, il peut vous rendre du bouche à oreille.
D'accord ? Il peut il peut améliorer son attitude par rapport à vous et donc derrière développer une fidélité. Il peut avoir carrément envie d'acheter parce qu'un objet, quand l'objet est donné en même temps qu'un achat, ça peut être un déclencheur d'achat. Par exemple, dans les études qualitatives, on nous dit qu'une des seules façons pour passer d'une marque coup de cœur à une autre marque, ben, c'est le fait d'avoir un objet qui est donné en même temps. On parle aussi du fait que quand ce qu'on appelle le cycle de la vengeance, il y a eu un problème dans la relation commerciale, le colis est arrivé cassé, etc. Le fait de donner de l'argent, ce n'est pas du tout équivalent à donner un objet. Donner de l'argent, c'est le système marchand et ça ne va pas du tout produire la même chose, notamment parce qu'on a une étude de chercheurs canadiens il y a 3 ans qui ont démontré que le prix le prix des objets qui sont estimés par les gens, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, est 2,4 fois plus important que son équivalent monétaire. C'est-à-dire que pour un objet qui coûte réellement 1 euro qu'on va offrir, la personne a l'impression que cet objet vaut entre 2 et 3 euros. C'est-à-dire qu'il y a une dissymétrie entre le prix, la valeur réelle, et ce qu'on pense que ça vaut. On peut également avoir un impact émotionnel. Et on sait que les émotions sont des prédicteurs des comportements. Si vous avez une émotion positive envers quelque chose, vous allez avoir tendance à vouloir recommencer et aligner vos comportements vers ça. Peut aussi augmenter le lien envers la marque. Et donc rentrer dans la communauté, s'exposer à des messages, commencer à liker, diffuser, etc. Ça marche extrêmement bien aussi en marque employeur, quelque chose qui est assez peu exploré. Et pourtant, tous les Français, tous les collaborateurs reçoivent des tonnes d'objets en début d'année, sur les séminaires, etc. Qu'est-ce que peut faire finalement l'objet ? Eh bien, là aussi, il peut amener à parler en bien de l'entreprise sur les réseaux, extrêmement important pour recruter des talents. Il peut augmenter le lien avec l'employeur et donc diminuer l'intention de quitter l'entreprise. Ça peut par exemple aussi améliorer dans des cas de crise, par exemple quand il y a des crises à l'intérieur de l'entreprise, ça peut améliorer le lien et donc on peut se mettre à défendre un peu plus son employeur. Ça peut également motiver des salariés pour peu que l'objet soit bien choisi, pertinent et que finalement l'employeur démontre la connaissance de ses salariés. Pas justement en donnant un objet générique à tout le monde et puis c'est le même que je sois n'importe quelle personnalité, mais au contraire en ayant une attention et on revient dans le registre du cadeau. Alors maintenant, si on essaie de documenter cet impact-là, vraiment quantitativement, bien là encore, on a énormément d'idées reçues sur les objets. La première chose, c'est que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu beaucoup quand j'ai commencé dans ce milieu-là, c'est que l'objet média serait des déchets en puissance. Bon, mais ça ne résiste pas 2 minutes aux études. Première raison, c'est que si c'était des déchets, les gens ne conserveraient pas les objets à long terme. Ils les jetteraient, comme tout le monde jette des déchets, parce qu'ils n'ont pas de valeur. La réalité est tout autre. C'est-à-dire quand on prend tous les objets, c'est-à-dire même ceux qui sont jugés inutiles et de faible qualité, c'est-à-dire vraiment en population générale, on se rend compte que 64% des objets sont conservés à plus de 6 mois. Et vous allez voir qu'en réalité, quand on distingue en fonction des familles d'objets, il y en a une bonne partie qui vont être conservés par les individus des années. D'accord ? Et je pense que ça doit résonner en vous. Si vous avez fait peut-être un marathon il y a 4 ou 5 ans, je suis convaincu que vous avez toujours le t-shirt, que vous avez toujours la médaille. Je suis convaincu que vous conservez des objets pour peu qu'ils soient chargés d'une énergie, d'une valeur symbolique. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis une communication tangible, parce qu'en réalité, c'est ça qui fait toute la différence. Quand vous vivez une expérience, ici on est en train de vivre une expérience, si vous ramenez un objet avec vous, cet objet, il va avoir sa valeur, on va dire sa valeur réelle, mais en plus, il va vous renvoyer à une expérience, il va vous remémorer un souvenir. Et ça, on arrive à le documenter, ça a une réelle valeur. Alors, ce ne sont pas des déchets, tout simplement parce que 80% des gens conservent les objets et les utilisent. D'accord ? Ça aussi, un déchet, si c'était vraiment quelque chose qui était inutile, les gens ne l'utiliseraient pas. Et en plus, les gens rarement le donnent aux autres. En réalité, les objets, on les garde pour soi-même. Et on sait très bien qu'il y a une relation directe entre l'exposition à un message et la mémorisation d'un message. Plus longtemps je suis en face d'un logo, d'un slogan, etc., mieux je vais pouvoir m'en rappeler. Alors, les objets en eux-mêmes n'ont pas les mêmes propriétés. J'avais posé 2 questions, c'est-à-dire la fréquence d'utilisation et
le temps de conservation. Et en fonction de ça, on est capable de faire des familles d'objets en fonction de vos propres objectifs en tant qu'annonceur. Première famille, c'est ce qu'on appelle les compagnons du quotidien, c'est-à-dire des objets qui vont être utilisés tous les jours, pas plusieurs fois, mais tous les jours, et qui vont être gardés à peu près 1 an. Donc là, on est dans tout ce qui est travail sur le mug ou qui travaille sur vous voyez, les agendas, ce genre de choses-là. On va voir ce que j'ai appelé la force tranquille à long terme, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas être utilisées tous les jours, c'est plutôt une utilisation qui est une à 2 fois par semaine, mais par contre qui va être conservée à extrêmement long terme. Tout ce qui est bagagerie, textile, etc., vous allez avoir quelque chose qui va diffuser un message extrêmement longtemps. Avec un message quand même qui ressort très fort dans les entretiens qualitatifs. Dans ce genre d'objet, il s'agit d'avoir une présence discrète. Les gens ne veulent pas devenir dans ce qu'ils appellent les hommes sandwich. C'est-à-dire que si vous faites de la bagagerie, des tote bags avec un logo qui prend 90% de la surface, il va y avoir un mouvement de résistance parce qu'on va basculer vers la publicité où on sent clairement que là, le but, c'est que vous soyez des hommes sandwich. Alors qu'inversement, si la présence est discrète, les gens vont tout à fait savoir qui c'est qui leur a offert l'objet. Et ils vont pouvoir le porter dans le quotidien et donc multiplier la force du message. Alors, il y a une famille d'objets qui est toujours un must, l'utile de tous les instants, c'est vraiment les stylos. Alors, dans le cas des stylos, c'est impressionnant parce qu'en réalité, les objets médias ne sont pas vus comme des objets extraordinaires, ce sont des objets à part entière. Et à partir du moment où ils sont à un niveau de qualité et d'utilité suffisant, en réalité, ils remplacent des objets que les gens auraient achetés eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un stylo pour travailler, plutôt que de l'acheter moi-même. Si on m'offre un objet de bonne qualité qui a mon attendu qualitatif et d'utilité, en réalité, je n'achèterai pas d'objet pour le remplacer, je vais directement l'utiliser et donc il sera avec moi en permanence. Pareil pour le mug et pareil pour beaucoup d'éléments, notamment les tote bags qui sont très utilisés. Alors, il y a une autre famille que j'appelle les coups de poker, qui sont extrêmement complexes, parce que c'est la famille qui est la plus jetée en réalité. Pourquoi ? Parce que les goodies, et en particulier les confiseries, tout simplement, il faut vraiment extrêmement bien connaître les gens à qui on les offre, les goûts, parce que sinon, ils sont tout simplement pas utilisés. Vous m'offrez du chocolat, j'aime pas le chocolat, en fait, je vais pas le manger. Tout simplement, les goodies, c'est pareil. Alors, pour les goodies en particulier, ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des choses qui, doivent favoriser le fameux effet waouh, c'est-à-dire avoir une émotion directe. Et en plus, plus ils seront proches de la catégorie de produits de l'offreur, plus ils auront un effet fort. En caricature, par exemple, le Renault qui va offrir un porte-clés pour les clés de voiture sera un effet de résonance beaucoup plus puissant. Et enfin, le dernier aspect, c'est les objets premium qui, eux, sont ceux qui ont le plus gros impact sur les personnes, qui sont évidemment les plus chers. Donc là, en particulier, il y a tout ce qui est horlogerie, montre, et puis tout ce qui est gadget électronique un peu développé. Et cela, il faut bien comprendre leur utilisation. Il ne s'agit pas d'offrir des objets premium à des nouveaux clients, c'est-à-dire prendre en compte le cycle de vie de vos clients est extrêmement important. Inversement, quelqu'un qui est chez Audi depuis 20 ans, qui n'a acheté que des Audi, qui a dépensé chez vous plus de 100 000 €, vous ne pouvez pas offrir un objet générique. Il faut au contraire avoir une attention particulière. Et ça, je vais le croiser avec le fait que la plupart des annonceurs aujourd'hui ont des solutions d'IA et de CRM qui sont capables de dire exactement que Michel Martin, il a fait exactement tel comportement d'achat à tel moment, etc. Et donc, on peut tout à fait faire des typologies de clients et réfléchir non pas à un objet magique qui va répondre à toutes les attentes, mais à des familles d'objets ou des gammes d'objets qu'on va diffuser, comme le fait par exemple Sephora ou comme le font certaines entreprises, qui vont former leur force de vente, qui vont regarder le comportement des consommateurs et qui, pour l'anniversaire, pour des dates un peu importantes, vont amener les gens en magasin en disant je vois que vous avez tel et tel comportement, je vous propose un objet qui est cohérent avec vos attentes, vos goûts et vos comportements. Et dans ce cas-là, vous avez un retour qui est extrêmement puissant. Alors en particulier, le retour qui est à mon avis le plus puissant, et là vous pouvez comparer avec tous les autres médias à disposition aujourd'hui, c'est l'effet de mémorisation. Aujourd'hui, quand vous posez la question, vous souvenez-vous du nom de l'entreprise qui vous a offert cet objet média ? Là j'ai posé la question, les gens ils avaient... En fait dans cette enquête-là, toutes les personnes qui ont participé ont reçu un objet dans les 6 mois avant de répondre sinon ils étaient exclus de l'enquête. Et la question était simple, vous rappelez-vous de la personne qui vous a offert l'objet ? La réalité c'est que 71% des gens se rappellent parfaitement des gens qui ont offert l'objet. D'accord ? Parfaitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous comparez avec des campagnes de publicité TV,
qui sont pourtant beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus intensives, dont les gens vous disent « je suis saturé, j'ai pas envie de les voir ». La création de notoriété instantanée, le goodies, l'objet média n'a pas d'équivalent. N'a pas d'équivalent. Quand on pose la question plus directement, et cette fois je l'ai fait 2 fois parce qu'il n'y avait pas de précédent, il y a très peu d'études qui avaient considéré en même temps, dans la même question, finalement l'appréciation des objets médias versus les autres types de médias. Et donc moi j'ai posé la question en 2020 sur un échantillon de presque 2000 personnes, j'ai reposé la même question sur le baromètre en 2024 pour vraiment confirmer cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'en fonction des tranches d'âge, évidemment les préférences ne sont pas les mêmes, les jeunes sont effectivement plus sensibles aux influenceurs et aux réseaux sociaux, mais en population générale, aujourd'hui, l'objet média, les Français, ils n'ont aucun problème à comprendre que les objets qu'on leur distribue, c'est un média et que c'est bien les marques qui parlent avec eux et qui réagissent. Et donc, en fonction des tranches d'âge, c'est le 2e ou le 3e média préféré des gens. Alors, par souci d'économie de présentation, j'ai testé les 8 médias disponibles. Je vous en ai mis qu'une sélection. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, pour les Français, pas pour les annonceurs, mais pour les Français, l'objet média est le 2e ou le 3e média préféré des gens. D'accord? Et d'ailleurs, c'est en fonction des catégories, pour 15 à 20%, le média préféré. Ça déjà, quand on se met dans une agence de com, quand on se rend compte que dans un bouquin de com, moi je suis enseignant-chercheur, il n'existe pas de livre qui considère les objets médias comme un canal de diffusion. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de master qui prépare à ce milieu-là, d'accord? C'est-à-dire que dans le marketing, il y a beaucoup de retard à cet aspect-là. Mais par contre, les gens qui reçoivent les objets, eux, ils n'ont aucun problème à comprendre que c'est bien les marques et que c'est bien un outil de communication. Alors, quand on demande plus directement, là, vous voyez, c'était sur l'étude en 2021, en pensant à l'aide de 2021, diriez-vous que vous aimeriez recevoir plusieurs propositions? La majorité des gens vous disent, on a envie d'avoir moins de cadeaux publicitaires, mais par contre de meilleure qualité. Ils ne vous disent pas qu'ils n'en veulent plus, ils ne vous disent pas que ça ne sert à rien, ils ne vous disent pas qu'ils en veulent plus. Ils vous disent exactement la même chose qu'avec la publicité. Si vous augmentez la pression publicitaire et la pression par les objets, vous en distribuez des génériques, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est des choses qui sont utiles, qui sont qualitatives, quitte à en recevoir moins, mais par contre, mieux ciblées, de meilleure qualité, etc. D'accord ? Et d'ailleurs, sur la publicité, c'est la même chose. Ils ne vous disent pas qu'ils ne veulent plus du tout de publicité. Ce n'est pas ça l'idée. Ce qu'ils vous disent, c'est on en voudrait moins, on voudrait des publicités qui soient plus ciblées, du storytelling, qu'on va nous-mêmes choisir, qu'on se diffuse pour des marques qu'on aime bien. Vous voyez ? Là, vraiment, c'est l'intensification qui n'est pas bonne. Et ça ne veut pas dire toucher au chiffre d'affaires. On peut très bien augmenter le chiffre d'affaires dépensé dans l'objet. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire, puisque je vous rappelle qu'on est à 2 milliards en objets médias et on est à plus de 28 milliards en publicité digitale et télé. D'accord ? Il faudrait rééquilibrer. Et donc pour moi, ça confirme. Et quand vous allez voir, et ça augmente avec l'âge. C'est-à-dire plus les gens sont vieux, plus ils sont résistants à la publicité. D'accord ? Parce que ça fait longtemps qu'on essaie de leur bourrer le mou, entre guillemets. Alors, sur ma première étude, finalement, je m'étais intéressé à quels sont les éléments clés à prendre en compte, quelles sont les attentes aujourd'hui des Français. Et donc, j'avais proposé, comme vous le voyez, donc évaluer sur une échelle de 1, pas du tout important, jusqu'à 7, tout à fait important. Je vous montre les moyennes de groupe. Tout un tas d'éléments qui auraient pu être importants pour les gens. Ce qui ressort, c'est un triptyque qui est, première chose, l'utilité réelle dans la vie quotidienne. Pourquoi il dit ça ? Parce que si tu m'offres quelque chose d'utile, c'est forcément que tu sais qui je suis. Si tu m'offres une gourde isotherme parce que tu sais que je suis quelqu'un qui aime l'outdoor, qui a des enfants, on est souvent en forêt, ça témoigne que tu sais qui je suis. Inversement, si tu sais que je suis quelqu'un d'urbain, une femme plutôt pour mettre dans le sac à main quelque chose de sec, de petit, etc., ça témoigne finalement d'une attention. Ce n'est pas un cadeau génériqué. Je suis obligé de connaître la personne pour trouver quelque chose qui soit bien adapté et qui soit utile pour cette personne-là. Derrière, on a des éléments que j'ai qualifiés de RSE. Premier élément, mais ça vous devez le savoir, les Français sont vraiment épidermiques aux conditions de production. C'est-à-dire que sur l'environnement, finalement, ils ne sont pas aussi éco-responsables qu'on pourrait bien nous le dire dans les médias. Par contre, sur les modes de production,
cette dimension d'éthique de production, de pas d'exploitation des individus, c'est extrêmement important. Et donc il y a énormément d'histoires à raconter sur comment les produits sont fabriqués. Est-ce que ça vient sur des circuits courts? Toutes ces idées-là, elles sont extrêmement porteuses. Elles vont ramener de la puissance. Pour peu que l'objet en plus ait été fabriqué dans des conditions éthiques, alors là, vous allez avoir un retour qui est encore plus puissant. Alors après, vous avez le Made in France qui est présent aussi. Vous avez respectueux de l'environnement. Vous allez voir que les objets qui sont visiblement RSE, eh bien, ne sont pas vus comme hypocrites. Ils sont vraiment vus comme une preuve, finalement, d'engagement total de l'entreprise, avec une interprétation dans l'inqualitatif en se disant, si les entreprises, même pour leurs objets médias, font attention finalement aux conditions de production, aux matériaux utilisés, ça veut dire que dans tout le reste de la production, ils doivent forcément aussi faire attention. Et c'est vraiment très sensible. Et après, vous avez les émotions qui arrivent, le fun et l'originalité de l'objet. Ça reste le côté amusement, le côté plaisir. Ça reste quelque chose qui est une dominante. Et donc, en conclusion sur cette partie-là, en fait, le cadeau idéal, il respecte cette carte d'identité. Il est respectueux de l'environnement, il est créateur d'émotions, il est made in France, il est à la mode, et ça c'est extrêmement important. Comprenez bien qu'il n'y a pas des objets médias d'un côté et des objets de l'autre, il y a juste des objets. Si le t-shirt il est mal coupé, il n'est pas dans les teintes, les couleurs à la mode, il n'a pas la bonne forme, etc., en réalité les gens ne l'utiliseront pas. Pareil pour le sac, etc., puisque je vous dis, ils arbitrent entre le fait d'acheter un objet dans une boutique ou le fait d'utiliser un objet qu'on leur a donné. Il n'y a pas de différence aussi nette que vous pouvez l'imaginer, à condition de ne pas être transformé en homme sandwich et de ne pas avoir une énorme marque. Sauf dans le cas des marques dont on est vraiment des ambassadeurs, c'est-à-dire si je suis fan de Apple, si Apple m'offre quelque chose où vraiment le logo est grand, je peux revendiquer mon appartenance. Mais c'est réellement un coup de poker et il faut vraiment avoir un ciblage extrêmement puissant. Et donc l'utilité, évidemment, est fabriquée dans des conditions éthiques. Alors, pour continuer, je fais un zoom sur l'impact de la qualité perçue. Alors, beaucoup de graphes, mais en fait, c'est pour juste vous montrer que quel que soit l'indicateur de performance qu'on va regarder, que ce soit le plaisir, l'utilité, le lien à la marque, l'attachement, l'impact positif sur l'attitude, le bouche à oreille, BAO, bouche à oreille, digital ou réel, en réalité, à chaque fois que vous allez augmenter la qualité perçue par les gens, puisque là j'ai fait 3 groupes, j'ai demandé quelle était la qualité que vous pensez, comment vous percevez la qualité de l'objet que vous avez reçu. J'ai fait 3 groupes. Le groupe 1, orange, c'est l'entrée de gamme, puis le rouge, c'est le moyen de gamme, et en fait le bleu, c'est le haut de gamme. En réalité, à chaque fois que vous augmentez la qualité perçue, vous augmentez le retour. Et comprenez bien que sur une échelle de 1 à 5, quand les gens vous disent 2,88 ou vous disent 2,50, il faut comprendre que vous dégradez la relation à la marque. Okay, parce qu'on prend rarement en fait, l'extrême de 1 où on n'est pas du tout d'accord avec la proposition. Inversement, quand vous augmentez la qualité, là vous voyez au niveau du plaisir, la qualité augmente 4,15 sur 5, c'est énorme. Et ainsi de suite. Le bouche à oreille, si vous n'avez pas un objet qualitatif, en réalité il n'y a pas de bouche à oreille qui se déplace. Maintenant, si on fait un zoom sur l'utilité, là, même procédé, de 1 à 5, je leur fais juger l'utilité pour eux, donc subjective, mais c'est eux qui jugent, de l'objet qu'ils ont reçu. Là, vous avez l'histogramme de toute la population que j'ai interrogée. On est en 2020, on a 1800 répondants. Alors déjà, premier constat, vous voyez que le rose, qui est les objets jugés les plus utiles, il est quand même beaucoup moins important que le reste des cases. D'accord ? Et ça, c'est quand même un problème pour l'industrie. Parce que quand vous regardez après les retours sur investissement, entre guillemets, vous vous rendez compte que là, je suis en marque employeur, puisque c'est l'étude de 2020. Quand l'objet est jugé inutile, en réalité, vous dégradez le lien avec l'employeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu m'as offert quelque chose qui ne me sert à rien. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as juste dit que je travaille chez toi depuis 10 ans, mais tu ne me connais pas. Tu m'offres un objet qui n'a aucune utilité. Si ça n'a aucune utilité, tu ne me connais pas. Si tu ne me connais pas, pourquoi je travaille depuis 10 ans dans ton entreprise ? Inversement, quand on démontre l'utilité, là, on va augmenter la volonté d'engagement. On va augmenter le sentiment de réciprocité, se sentir compris, soutenu par son employeur. On va augmenter le bouche à oreille, c'est-à-dire je vais parler en bien sur mes réseaux. Alors, je précise à chaque fois que ces éléments-là, ces indicateurs, ils sont mesurés avec des échelles de mesure et qui sont à chaque fois plusieurs questions que je pose sur chaque indicateur. Là, je vous en montre des moyennes, mais à chaque fois, c'est mesuré par des indicateurs très concrets dont on peut tous répondre dans la vie quotidienne. Alors, quels sont les critères qui permettent de juger l'utilité ? Je fais un petit clin d'œil à CEMAG, où on a, avec mon ami Alexis,
fait une tribune pour développer cet aspect-là, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Comment on juge de l'utilité d'un objet? Aujourd'hui, on a des éléments 55 entretiens qualitatifs, ça fait beaucoup d'heures de discussion. Premier élément, ce qui est utile est pratique dans le quotidien. La durabilité fait partie de l'utilité. Quelque chose qui va se casser, en fait, ne sera pas utile. La polyvalence de l'objet, c'est extrêmement important. Le fait que ça soit portable, ça aussi c'est un élément en fait d'utilité. Le fait que ça soit adapté au style de vie du receveur, c'est des choses qu'on entend à chaque fois qu'on discute. Tu sais qui je suis, donc ça me devient utile. L'esthétique avec le concept d'affordance, d'accord? Aussi, c'est-à-dire l'ergonomie intuitive. Je comprends direct comment m'en servir. J'ai pas besoin de lire un manuel en 10 exemplaires. Et enfin, le confort et la facilité d'utilisation. Quand vous voulez savoir si votre objet il va être jugé de qualité et utile, posez-vous la question s'il remplit ces différentes catégories. Parce que ça, c'est directement ce que les Français nous répètent à longueur d'entretien et c'est comme ça qu'ils jugent les objets. Alors, je vois que le temps file et je vais conclure finalement sur un élément et si on veut développer, n'hésitez pas, on peut échanger par ailleurs, mais c'est sur la dimension émotionnelle. Je veux juste que vous preniez conscience d'une chose, c'est que contrairement à tous les autres médias, et là, c'est pareil, j'ai répliqué une fois en 2019 parce que j'y croyais pas en réalité, puis après, je le refais en 2020. J'ai proposé aux gens de finalement nous dire quelles étaient les émotions qu'ils avaient ressenties quand on leur avait offert un objet média. Et je leur ai proposé, comme vous pouvez le voir, l'intégralité de ces émotions-là, qui sont autant, il y en a autant de positives que de négatives, et j'ai compté le nombre de gens, finalement, vous voyez, en quantité. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quasiment que des émotions positives qui sont éprouvées. À une nuance près, c'est les nuances de frustration, et il n'y a qu'un cas où ça arrive, où je suis frustré par rapport à un objet, celui que je vous disais en introduction, c'est quand je suis un vieux client ou un très bon client et que je reçois vraiment un gadget. Là, ça génère de la frustration. Inversement, quand l'objet est utile, qualitatif, là, vous n'avez que des émotions positives. Et en particulier, la reconnaissance, le fait de se sentir flatté ou surpris, c'est vraiment les émotions les plus intéressantes. Bon, alors j'aurais pu insister sur aussi la dimension de l'intensité de l'émotion. En fait, c'est ça le meilleur prédicteur. Mais je vais respecter le timing. N'hésitez pas à retrouver cette présentation. Si elle a un dernier mot, un dernier mot. En fait, les événements sont symbiotiques avec les objets médias. C'est hyper important de comprendre ça. Quand vous prenez donc un objet qui est reçu avec un événement versus sans qu'il y ait d'événement particulier, donc typiquement l'objet en entreprise, il est posé sur mon bureau ou je vais le chercher à l'accueil de l'entreprise, ou au contraire, il y a un séminaire, quelque chose d'entreprise, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui est immatériel comme une expérience, en réalité, l'objet, la perception de la valeur de l'objet va augmenter, alors que le prix de l'objet en lui-même n'augmente pas. Okay, ça, c'est la démonstration de la valeur symbolique. C'est-à-dire que comme l'expérience que je viens de vivre va être emmagasinée dans l'objet qui va me le rappeler tout au long de l'année, en réalité, les gens ont l'impression, quand c'est donné dans un événement, que l'objet il coûte plus cher. Tout simplement, ils nous le disent. Là, on est en moyenne à 3 € de plus. Sur une moyenne, c'est énorme pour un marché où les objets sont entre 5 et 15 €. Ça veut dire qu'on a vraiment une démonstration de la fameuse valeur symbolique. D'accord ? Si vous arrivez à coupler les événements, l'événementiel avec le don d'objets, ce que fait très bien le sport, les marathons, les matchs, etc., en réalité, vous augmentez, sans augmenter vos coûts, vous augmentez la valeur perçue de ce qui est donné. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup pour votre attention.